Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité est M. Mamadou Amadou Ly. Il est l'auteur de l'ouvrage Mémoire et conviction. Monsieur Ly, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi. Vous écrivez pour partager votre expérience, votre vécu de Thilogne à Paris, en passant par Dakar, Saint-Louis, en passant au ministère du Plan, mais également en servant dans l'autorité territoriale. Aujourd'hui, quel est votre sentiment après avoir produit cet ouvrage-là? En fait, mon sentiment, c'est un sentiment de soulagement. Parce que, comme vous le constaterez dans le livre, bon, j'ai eu un parcours assez particulier depuis ma petite enfance jusqu'à ma retraite professionnelle. Donc j'ai accumulé beaucoup d'expériences, j'ai vécu beaucoup d'événements qui ont peuplé ma mémoire. Au point même que ça se bousculait en moi. Donc j'avais besoin d'un exutoire. D'abord pour me libérer, peut-être aussi partager ce que j'ai vécu avec ceux qui auront l'occasion de lire cet ouvrage. C'est la raison fondamentale pour laquelle j'ai ce livre-là. C'est le sentiment que j'ai pour en ce moment de m'être libéré de cette obligation, de ce besoin, de ce soif de communiquer ce que j'ai vécu. Thilogne, votre royaume d'enfance. Que symbolise Thilogne pour vous? Qu'est-ce que cela vous rappelle? Est-ce que vous vous êtes façonné à Thilogne ou finalement à Dakar? J'ai été façonné à toutes les étapes de mon parcours. Mais j'ai été principalement marqué par mon enfance à Thilogne. Vous savez, les enfants sont plus sensibles et retiennent plus longtemps ce qu'ils ont vécu dans leur petite enfance. Ce que je retiens de cette période, c'était la tendresse, l'amour qu'ont porté mes parents au sens le plus large. Au-delà de mon père et de ma mère, j'étais entouré de mes tantes, de mes cousins plus âgés que moi, de mes grands-parents. Et tous avaient beaucoup d'amour et d'affection pour moi. Et ceci m'a marqué. En particulier, quand on m'a mis à l'école coranique et que tous les jours, je me rendais chez mon marabout, qui d'ailleurs dans la concession était pratiquement la même que celle de mes parents. C'est-à-dire
ce sont des concessions, chacune est délimitée par des clôtures, mais nos maisons faisaient face. On traversait quelque part un petit espace et on se retrouvait dans la maison du marabout ou chez mes parents. Donc, j'étais à l'aise chez mon marabout, surtout que j'ai retrouvé d'autres enfants plus âgés, et plus tard aussi moins âgés, de tout constituer pour moi une ambiance qui m'a beaucoup marqué. Donc c'était... Votre parcours scolaire à Saint-Louis, lorsque l'on lit cette partie, on sent nettement que, vous l'avez d'ailleurs dit, que vous êtes tombé amoureux de la ville de Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous a marqué sensiblement pour que vous ayez ce sentiment vis-à-vis de Saint-Louis? Bon, ce qui m'a... Vous savez, avant d'aller à Saint-Louis d'abord, je suis passé par Dakar. J'allais y venir, parce qu'il y avait une concordance que j'ai Vous pouvez rester sur Dakar avant d'aller à Saint-Louis, il n'y a pas de problème. Dakar, bon, j'ai trouvé Dakar, disons, une ville qui était en construction, qui était dans une phase, n'est-ce pas, de son développement, où les gens étaient tous pratiquement, pour la plupart, venaient de l'extérieur de la région de Dakar. Parce que bon, la nouvelle capitale fédérale, parce qu'avant, il faut le rappeler, la capitale fédérale de l'OAF, c'était Saint-Louis. Exact. Saint-Louis qui était la capitale fédérale, c'est-à-dire toutes les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, c'était Saint-Louis. C'est après qu'on a créé Dakar, avec son grand port. Et c'est là qu'on s'est installé, n'est-ce pas, le siège de l'administration fédérale. Donc, la création de port de Dakar, l'installation du gouverneur général de l'OAF à Dakar, était un appel d'air qui a créé un afflux de population venant du Sénégal et des autres colonies. Donc c'était des gens se componaient avec ses traditions, ses croyances, ses habitudes. Et les gens cohabitaient, mais il n'y avait pas encore une intégration aussi poussée que celle qu'on verra plus tard à Dakar. Bon, donc la différence avec Saint-Louis, c'est que Saint-Louis, c'est une vieille ville. Vous avez de vieilles familles qui sont là depuis longtemps et qui ont cohabité, qui se sont, je l'ai dit, même frottés avec les colons français. Donc il y a une certaine manière de vivre, marquée par le fait que les gens se connaissaient, les gens partageaient les mêmes habitudes, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes lieux de fréquentation. Voilà, etc. Donc j'ai trouvé Saint-Louis plus d'intégration, plus convivial, où il y avait un mélange harmonieux de quelque chose qui a été qui a influencé, n'est-ce pas, la société et venant, n'est-ce pas, de la façon de vivre et de se comporter des colons, et aussi tout en conservant la tradition sénégalaise, africaine en général, surtout sénégalaise. Donc il y avait là quelque chose d'extrêmement séduisant, parce que Saint-Louis était quelque chose de très
très, comment ça s'appelle, c'était une synthèse où les gens sont arrivés, n'est-ce pas, à vivre en harmonie dans la chaleur humaine, dans l'amour, dans l'affection, etc., etc., etc. Donc, ce qui fait que je me suis un peu retrouvé à Saint-Louis, beaucoup plus qu'à Dakar. Parce que c'était au mixage de la tradition européenne et de la tradition africaine. Alors qu'à Dakar, c'était des gens qui ne se connaissaient pas tellement. Les gens vivaient un peu en communauté, un peu isolée. Il n'y avait pas encore l'intégration des groupes entre eux. Donc, et puis, bon, Saint-Louis, c'était une ville non seulement très animée, mais aussi, c'était aussi un site assez magnifique. Vous voyez, vous avez là le fleuve, la mer et le continent. Et avec la présence, n'est-ce pas, des colons depuis longtemps, bon, ils ont créé des jardins. Bon, et cela faisait que Saint-Louis, c'était à la fois, on trouvait quelque chose qui relève du village, mais aussi qui relève de la ville. C'était vraiment... Je comprends. Et après Saint-Louis, à la suite de votre baccalauréat, pour certains, ce sont les études supérieures sur le champ, mais vous optez tout d'abord par embrasser le secteur privé. À l'époque, qu'est-ce qui motivait votre choix? Bon, ce qui a motivé mon choix, c'est que je me suis rendu compte que au fond, à côté de la foi, à côté de la solidarité familiale, l'amour, n'est-ce pas, au sein, n'est-ce pas, de la communauté dans laquelle on vit, que malgré tout, même si les gens sont heureux dans leur petit microcosme au village, mais je pensais qu'ils avaient aussi besoin d'autres choses pour compléter, n'est-ce pas, leur mode de vie, leur niveau de vie, leur permettant, n'est-ce pas, petit à petit, d'améliorer, n'est-ce pas, leurs conditions. Donc il y avait le côté matériel, c'est-à-dire là, j'ai vu qu'à Saint-Louis, que bon, les gens étaient plus entourés, n'est-ce pas, de moyens matériels, le fait d'avoir une vie, entre guillemets, plus agréable. Et que donc, il me fallait, j'ai pensé que je pouvais travailler dans le secteur privé pour gagner de l'argent et ainsi, peut-être un jour, créer mon entreprise, apporter quelque chose, enfin, apporter les moyens matériels et financiers, n'est-ce pas, qui manquaient, n'est-ce pas, à ma famille. Toutefois, vous avez repris vos études et vous avez fait des études d'économie sanctionnées par une licence en économie. C'était encore pour vous bétonner davantage afin de pouvoir mieux dompter le secteur privé? C'est ça, c'est-à-dire que oui, c'est comme si, bon, j'ai toujours pensé que parce qu'après j'ai compris que, bon, que le monde
est de plus en plus influencé, n'est-ce pas, par les questions économiques, au sens d'abord existentiel, puis au sens le plus large. C'est-à-dire que on peut être d'une bonne famille, on peut être un bon marabout, mais pour être plus solide et vivre de la façon la plus, comment dirais-je, la plus aisée, il fallait aussi ne pas manquer de moyens financiers. Parce que de plus en plus, il y a des choses que notre vie moderne exige. Et ces choses-là, qui sont souvent d'autres matériels, ne peuvent être obtenues qu'en gagnant de l'argent. Sans pour autant renier sa religion, sans pour autant renier sa foi, mais aussi chercher de quoi vivre décemment dans la société. Et votre fonction en tant qu'adjoint du gouverneur à Kaolack, qu'est-ce que cela vous a apporté? Comment voyez-vous à l'époque la fonction d'agent d'autorité territoriale? En fait, avant d'intégrer l'administration territoriale, il y avait d'abord exercer au ministère du Plan. Exact. Qui était un ministère dont on peut, comment dirais-je, qualifier de ministère d'administration centrale au sens le plus propre. Parce que c'est un ministère qui travaille en rapport avec tous les ministères du gouvernement et qui donc reprend les propositions, les politiques, les projets des ministères pour les agréger dans un document qu'on appelle le ministère du Plan. Donc c'est un ministère vraiment au cœur qui est de l'administration centrale. Bon, alors, quand je suis arrivé à Kaolack, après le Cap-Vert, d'ailleurs j'étais au Cap-Vert comme adjoint gouverneur, après je suis à Kaolack, j'ai découvert qu'en fait les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, en fait se comportaient comme des chefs de canton. Je ne sais pas si ils se comportaient comme des chefs de canton. Ils étaient dans le bureau, bon, ils étaient respectés, ils étaient honorés. Bon, leurs propos, leurs décisions sont respectées généralement à la lettre. Mais je me suis rendu compte que c'est une administration d'abord qui peut pousser, n'est-ce pas, à le sentiment qu'on est omnipotent et que on est vraiment le maître, n'est-ce pas, de sa circonscription. Et aussi le fait que souvent les problèmes qu'on traite sont des problèmes ponctuels qu'il faut régler tout de suite, sinon bon, il y a des problèmes, il y a des, ça risque de disposer un groupe social qui est concerné par le problème. Donc il faut faire vite. Parfois on n'a pas le temps de réfléchir. C'est comme un pompier qui à chaque fois intervient pour éteindre le feu. Mais qui n'a pas les solutions pour reconstruire,
pour éviter, n'est-ce pas, que de telles choses se reproduisent. Donc, c'est au pompier qu'elle a à éteindre, n'est-ce pas, les problèmes qui se posent. Puis après, bon, on passe à un autre problème. Et en fin de compte, on n'a pas le temps de réfléchir sur les solutions de fond à tout ça, parce qu'il y en a tellement, et puis aussi bon. Alors je dis, moi, je suis un homme, j'ai été formé quand même, j'ai une formation d'économiste. Je suis habitué à réfléchir, à chercher des solutions bien structurées, bien analysées, et qui se projettent dans le futur. Oui. Alors c'est pourquoi, bon, je ne suis pas tellement senti à l'aise. Et puis aussi, on est à la merci aussi des autorités nationales. C'est-à-dire que, en particulier, bon, le ministre de l'Intérieur, parce que ce dernier peut à tout moment, sans explication, sans aucune raison, n'est-ce pas, objective, oui, rationnelle, décide de vous faire changer, vous affecter. Soit nous de vous relever définitivement et de vous balayer de l'administration territoriale pour mettre à la disposition de la fonction publique. Bon. Donc on est à la merci, n'est-ce pas, du ministre de l'Intérieur en particulier, qui à tout moment, peut vous relever. Parfois, il n'a pas besoin de justifier pourquoi. Ou à vous affecter sans vous prévenir. Par exemple, je donne un exemple. À l'époque, peut-être maintenant c'est à l'époque, si on doit vous affecter, on ne nous prévient pas. Le ministre de l'Intérieur vient à la liste des gens qu'il faut affecter de région en région. Et le conseil des ministres, il dit, bon, je propose que tel préfet ou tel gouverneur soit affecté à tel poste. Le conseil des ministres, en général, ne dit pas non, accepte. Et ce n'est qu'après, à la radio, au communiqué officiel du conseil des ministres, à la radio, que toi, en tant que gouverneur ou préfet, tu apprends que tu as été affecté. Il ne était comme un gouverneur ou comme un préfet, il n'est pas prévenu, il apprend ça à la radio comme vous et moi. Donc, c'est tellement surprenant que parfois, quelqu'un qui n'a pas le corps bien accroché peut avoir des problèmes. Donc, il y a ça, comme je dis également, on vous affecte sans vous prévenir, ou bien quand vous êtes un père de famille, vous avez des enfants qui sont à l'école. Vous avez des engagements même peut-être sur place avec des commerçants, vous n'avez pas payé vos dettes, on vous dit, bon allez hop, vous êtes affecté, je ne sais pas moi, de Thiès, je ne sais pas, en Casamance. Exactement. C'est hilarant, mais après, vous avez fait la prémature, vous avez également fait le ministère de l'économie. C'est vrai que le temps qui nous est imparti n'est pas très élargi, mais nous allons un peu parler de vos convictions. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal vit dans une situation où l'on parle de retour à l'agriculture. Vous en avez parlé. Où l'on parle également du problème que rencontre le secteur sanitaire. Vous en avez parlé. La pêche, vous en avez parlé. L'élevage, vous en avez parlé. Mais également l'industrie. Aujourd'hui, quelles sont vos convictions? Quelles sont les propositions que vous faites aujourd'hui à la jeunesse, à l'État, sur comment devrions-nous orienter nos politiques publiques pour que la pauvreté puisse, en tout cas, être minimisée le maximum possible chez les populations, notamment dans le domaine de l'agriculture? Si j'ai commencé par l'agriculture, bon, c'est parce que d'abord, comme je l'ai dit, bon, une population ne peut pas se mettre au travail comme il faut si elle ne mange pas bien, si elle a faim, ou bien si elle mange mal, parce que la nourriture n'est pas de bonne qualité. Donc, il faut commencer par là d'abord, 25%. Puis deuxièmement, à mon avis, il est plus facile.
pour relancer l'économie, de commencer par l'agriculture. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes, aujourd'hui, ils vivent dans les campagnes, dans les villages ou dans les grands centres, dans les villes un peu rurales, comme on dit. Bon. Et si, dans les zones où c'est possible, où il y a les conditions, on avait créé des exploitations agricoles, où ils ont de l'eau, ils ont des semences. Et on leur donne la possibilité de produire une ou deux fois, faire 2 ou 3 récoltes dans l'année, et de vendre leurs produits eux-mêmes. L'État n'a pas intervenu, sauf à mettre les conditions, c'est-à-dire créer les infrastructures d'irrigation. Permettre aux cultivateurs, comme je l'ai dit, à changer de statut et devenir des agriculteurs modernes avec des outils mécaniques. Parce que ça, on doit quitter les petites parcelles là, autour du village, et prendre de grands espaces comme tous les pays développés, et avec donc des appareils, enfin des équipements électriques qui diversifient plusieurs hectares. Bon. Les aider à avoir de bonnes récoltes. Les aider à avoir des centres de stockage de leurs produits en attendant qu'on puisse les évacuer vers les marchés commerciaux. Sélectionner les semences, avoir de bons produits, et créer une politique non seulement de consommation intérieure, mais aussi d'exportation. C'est ça. Donc, le plus facile de créer les conditions de production dans l'agriculture que dans l'industrie. Parce que l'industrie, c'est autre chose. Donc, on n'a qu'à faire des aménagements. On dit, mais on met le paquet, et les jeunes, on les incite à ça. On dit, écoutez, vous êtes maître, vous êtes propriétaire de votre récolte. Exact. Et que ce que vous gagnez, c'est pour vous. L'État n'a pas intervenu sur ce plan-là, sauf à mettre en disposition des conditions de travailler et d'avoir, n'est-ce pas, une production de qualité et une production abondante. Peut-être ma dernière question, parce qu'on me dit que l'heure est finie. La question de l'éducation et de la formation, aujourd'hui, l'école sénégalaise, vous le savez sans doute, est en grève. Ça fait près de 3 mois. Les enfants ne vont presque plus à l'école convenablement. Quelle analyse en faites-vous et selon vous, quelles sont les pistes de solution? Bon, vous savez le problème de l'éducation au Sénégal est un problème assez complexe, mais il est fondamental dans le développement à long terme. On ne peut pas avoir des bras comment dirais-je, qualifiés si il n'y a pas de formation. Bon. Mais c'est quoi le problème? Bon. Pendant longtemps, nos bailleurs de fonds ont dit, bon, il faut mettre l'accent sur la formation primaire pour arriver pratiquement à 100% de la scolarisation de nos enfants. Bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le paquet sur la création d'écoles partout au Sénégal. On pousse les jeunes à s'inscrire à l'école, mais on n'a pas les moyens de tout ça. Parce qu'une école, ça suppose non seulement qu'il y ait des bâtiments, mais assez de classes pour que le cycle du primaire aille au moins jusqu'au CM2 dans chaque école. Deuxièmement, il faut aussi des enseignants par classe. Imaginez le nombre de villages qui ont des écoles au Sénégal. Donc c'est énormément de... Bon. Donc finalement, aujourd'hui, l'État se trouve avec des enseignants en grand nombre, bon, qui réclament toujours, qui sont toujours, qui réclament toujours, n'est-ce pas, une augmentation de salaire. Je pense qu'ils sont mal payés. Parce qu'ils ont
le pouvoir de faire pression sur le régime, parce que quand les enfants ne vont pas à l'école, les parents s'inquiètent. Et tout de suite, si ça dure, ça crée une situation sociale qui risque de générer sur des mouvements sociaux. Exact. Donc les enseignants, ils se disent, bon, les enfants, on va en grève, ils n'iront pas à l'école, les parents vont se plaindre, et ils vont reporter le problème au gouvernement. Donc moi, je pense que pour ça, bon, il y en a qui ont proposé qu'il faut peut-être aussi aller vers plus de privatisation. Bon, c'est une idée, à mon avis, bon, qui n'est pas à écarter, mais il faudrait aussi faire attention, parce que si on va trop vers la privatisation, on risque de laisser en rade les enfants de gens, de familles qui n'ont pas assez de moyens. Et cela risque d'avoir des problèmes d'éducation pour les enfants. Donc il faut peut-être trouver un mixage où l'enseignement privé pourra effectivement être une des solutions, mais elle sera loin d'être la seule solution. Bon, donc, pour moi, certes, il faudrait qu'on y a avoir les enfants à l'école primaire au maximum, mais surtout, parmi les enfants qui sont déjà à l'école, il faudra essayer de recenser ceux qui sont assez bons et créer plus d'écoles de formation professionnelle, cours. C'est-à-dire, bon, dès la troisième, il faut former des gens. Il faut 2 ans de formation, par exemple, bon, école de soudeur, je sais pas, il faut déjà travailler. Exactement. Oui, il faut aller vers sa formation technique. Tout le monde veut aller la licence, tout ça, mais ça ne sert à rien. Vous voyez, tous ces livres-là, ils ont écrit. Mais ce n'est pas ça qui donne du pain aux gens. Tu vas chercher le tangana là pour te donner de quoi manger. Et ce pain-là, c'est fait par les petits boulangers. Exactement. Donc, il faut former des gens vers des qualifications courtes, mais qui apportent quelque chose sur le plan économique et directement. Merci beaucoup, doyen, merci beaucoup, Mamadou Amadou Oly. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. C'est à moi de vous remercier. Parce que en acceptant n'est-ce pas, de l'occasion d'exposer mes idées, contribuer ainsi, n'est-ce pas, à pousser d'autres à s'intéresser, n'est-ce pas, à mon livre. Parce que toutes les questions que vous me posez ici, je les ai traitées directement dans le livre. Exact. Donc j'invite tous ceux que cette émission a intéressé à venir à votre librairie, à la librairie Harmattan Sénégal, où le livre est exposé, n'est-ce pas, et donc à la disposition, n'est-ce pas, du public. Donc je vous remercie pour cela. Merci beaucoup. Comme il l'a dit, le livre est disponible ici aux éditions L'Harmattan Sénégal, ici à la librairie, mais également le livre est disponible en France sur Amazon, sur le site de L'Harmattan France, mais également à la librairie L'Harmattan de France. Merci d'avoir suivi cette émission.